Bonjour la famille, tente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. La famille n'est pas une question de sang. À 78 ans, Linda vivait enfin pour elle-même, peignant son appartement éclairé par le soleil levant dans les couleurs de son choix. Elle se souvenait du jour où tout a changé comme si c'était hier. Elle était assise à sa table de cuisine, sirotant une tisane à la camomille, lorsque son téléphone a sonné. C'était son fils, Ethan, qui appelait pour leur contrôle hebdomadaire. À 78 ans, elle s'était habituée à ces appels de routine. Ils n'étaient pas exactement chaleureux, mais ils étaient réguliers. Une connexion avec la famille qu'elle voyait rarement maintenant. « Allô, Ethan ?» répondit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître son empressement. « Salut maman » répondit-il, sa voix distraite comme toujours. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Il parlait de rien, en fait. Le temps, son club de jardinage, les derniers succès de ses enfants. C'était une conversation assez agréable, superficielle, qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Elle lui parla des nouvelles roses qu'elle avait plantées. Comment Madame Edison, d'un accent grave côté, avait complimenté son jardin. Il faisait des bruits appropriés d'intérêt, bien qu'elle puisse l'entendre taper sur son ordinateur en arrière-plan. « Et comment avancent les peintures ?» demanda-t-il. Une question qu'il se rappelait toujours d'inclure, bien qu'il n'ait pas vu aucune de ses aquarelles depuis plus d'1 an. « Oh, juste magnifique » dit-elle. « Je travaille sur une série de paysages du parc. La professeure d'art dit que j'ai un bon œil pour la composition. C'est génial, maman, vraiment génial. » Le silence qui suivit semblait lourd, attendant quelque chose. Elle le combla comme d'habitude, avec des questions sur son travail, sur Clara, sur les petits-enfants. Il répondait à chaque question avec une brièveté croissante. Sa vie était devenue si silencieuse depuis le décès d'Andy. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir semblait devenir plus fort avec chaque année qui passait. Elle avait pris l'habitude de laisser la télévision allumée juste pour le bruit de fond, bien qu'elle la regardât rarement. Les réunions du club de jardinage les mardis et son cours d'aquarelle les jeudis étaient les moments forts de sa semaine. Des points lumineux de connexion humaine dans l'immensité croissante de ses journées. Son petit ranch était propre et confortable. Mais parfois le soir, elle se surprenait à errer de pièce en pièce, touchant aux affaires d'Andy, ses lunettes de lecture toujours sur la table de nuit, son pull préféré qu'elle ne pouvait se résoudre à donner. Le silence se faisait pressant, et elle mettait un de leurs vieux disques. Dansait seule dans le salon sur les chansons sur lesquelles ils se balançaient ensemble autrefois. « Maman, tu es toujours là. » La voix d'Ethan la ramena au présent. « Oui, désolé, chérie. Je pensais juste à ce que je vais faire pour le dîner. Tu manges correctement, n'est-ce pas? Pas juste du thé et des toasts. » Bien sûr, mentit-elle. Parfois, cela ne semblait guère valoir l'effort de cuisiner pour une seule personne. Bien. Bon, je devrais y aller. Conférence téléphonique dans 5 minutes. Bien sûr, chérie. Même heure la semaine prochaine. Ça marche, maman. Prends soin de toi. L'appel se termina, et elle resta là, tenant le téléphone pendant un long moment après, comme si une chaleur pouvait encore en émaner. Une connexion avec son fils unique. Elle soupira et retourna à son thé, maintenant tiède. Dehors, la lumière de l'après-midi déclinait, projetant de longues ombres sur son petit jardin. Une autre journée presque terminée. Elle n'avait pas toujours été si seule. Il fut un temps où cette maison, enfin, pas cette maison, mais leur maison, avait été remplie de rires et de bruit. Les dîners du dimanche avec Ethan, Clara et les petits-enfants avaient été des affaires chaotiques, avec Andy au barbecue, et tout le monde parlait en même temps. Daniela avait été une enfant si douce, lui apportant toujours des pissenlits du jardin. Et Ruben avait suivi son grand-père comme un chiot dévoué, apprenant à utiliser des outils et à réparer des choses. Mais c'était avant. Avant que le cancer ne prenne Andy. Avant que le silence ne descende. Avant que sa famille ne devienne des voix au téléphone plutôt que des corps autour de sa table. Elle rinça sa tasse de thé dans l'évier et jeta un coup d'œil au calendrier mural. Club de jardinage demain. Quelque chose à attendre avec impatience, au moins.
Elle porterait son cardigan bleu, celui dont Nelly disait qu'il mettait en valeur ses yeux. Peut-être qu'après, elles iraient déjeuner dans ce petit café de la rue principale. Sa sœur était gentille de prendre de ses nouvelles. Bien qu'à 83 ans, elle avait ses propres problèmes de santé à gérer. Alors qu'elle se préparait à se coucher ce soir-là, elle aperçut son reflet dans le miroir de la salle de bain. Quand était-elle devenue si vieille? La femme qui la regardait avait l'alliance d'Andy en collier autour du cou, des cheveux argentés coupés en carrés nets, et des yeux qui avaient vu trop de pertes. Parfois, elle se reconnaissait à peine. « Juste toi et moi maintenant », murmura-t-elle à son reflet. Une habitude qu'elle avait prise au fil des années depuis le décès d'Andy. Parfois, se parler à elle-même était la seule conversation qu'elle avait de toute la journée. Le diagnostic d'Andy était tombé comme un coup de tonnerre par ciel clair. Cancer du pancréas de stade 4, 6 mois, peut-être 1 an avec traitement. Ils avaient prévu une croisière en Alaska pour leur 50e anniversaire de mariage. Au lieu de cela, ils passèrent ces mois à entrer et sortir des hôpitaux, apprenant une terminologie médicale que personne ne devrait avoir à connaître. Voir l'homme le plus fort qu'elle ait jamais aimé se flétrir sous ses yeux. Ethan avait été compréhensif au début, visitant régulièrement, amenant les petits-enfants pour remonter le moral de leur grand-père. Clara avait organisé un service de repas avec leur groupe d'église. Mais au fil des mois, alors que l'état d'Andy s'aggravait, leurs visites devinrent moins fréquentes. Astérisque les enfants ont l'école astérisque, expliquerait-il. Astérisque le travail est fou en ce moment astérisque, elle comprenait. La vie continue, même quand on a l'impression que la sienne est à l'arrêt. Les dernières semaines, Andy était à peine conscient, la morphine tenant à distance le pire de la douleur. Elle dormait dans un fauteuil à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main, lui racontant des histoires de leur vie ensemble, se remémorant le jour où ils s'étaient rencontrés à ce bal de l'USO en 62. Son uniforme si impeccable, sa robe si bleue. « Tu étais la plus jolie fille là-bas. » Lui avait-il murmuré pendant un de ces moments de lucidité, sa voix une ombre du baryton robuste qu'elle avait aimé. Astérisque tu le es toujours astérisque lorsqu'il s'éteignit finalement, c'était tôt le matin. Elle somnolait dans le fauteuil, tenant toujours sa main. Elle sentit le changement avant d'ouvrir les yeux. Quelques subtiles modifications dans l'univers alors que son âme partait. L'infirmière dit que c'était paisible, qu'il n'avait pas souffert à la fin. Elle voulait la croire. Les funérailles furent bien suivies. Andy avait été aimé dans leur communauté. Pompier volontaire pendant 30 ans, entraîneur de ligue, diacre dans leur église. Ethan prononça un magnifique éloge funèbre. Clara s'occupa de la réception après. Les petits-enfants, des adolescents à l'époque, semblaient gênés autour d'elle. Ne sachant pas quoi dire à une grand-mère transformée du jour au lendemain en veuve. « Nous prendrons de tes nouvelles tous les jours, maman. » Promit Ethan alors que le dernier invité partait. « Tu ne seras pas seul là-dedans. » Pendant un temps, il tint cette promesse. Les appels quotidiens devinrent bi-quotidiens, puis bi-hebdomadaires, puis se stabilisèrent sur le rituel du dimanche après-midi. Les dîners du dimanche se poursuivirent pendant quelques mois, mais s'espacèrent progressivement. Astérisque maman, nous emmenons les enfants au lac ce week-end astérisque maman, les parents de Clara sont en ville astérisque maman, Ruben a un tournoi. Astérisque des raisons valables, toutes. La vie continue. Elle errait dans leur grande coloniale à 2 étages. Une maison faite pour une famille, pas pour une vieille femme solitaire. Les escaliers devinrent de plus en plus difficiles avec ses genoux arthritiques. Le travail dans le jardin qu'Andy aimait devint un fardeau écrasant. Les impôts fonciers dévoraient son revenu fixe. Quand Ethan suggéra qu'elle envisage de réduire la taille de sa maison, cela avait un sens pratique. « Tu n'as pas besoin de tout cet espace, maman, dit-il, désignant le salon où ses photos d'enfance ornaient toujours les murs. Et l'équité que tu as accumulée te donnerait un joli coussin pour la retraite. » Le marché immobilier était solide cette année-là. La maison se vendit en une semaine, bien au-dessus du prix demandé. Elle trouva un charmant plain-pied dans un quartier calme avec un jardin gérable et sans escalier. Ethan aida à déménager, organisant quels meubles garder, vendre et donner. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent de la vente de la maison » demanda-t-il alors qu'il triait les outils d'Andy dans le garage. « Tu devrais parler à un conseiller financier. Assure-toi que ça travaille pour toi. » Je n'y avais pas vraiment pensé, admit-elle. Le mettre dans les économies, je suppose. Ethan fronça les sourcils.
Ce n'est pas très stratégique, maman. Les taux d'intérêt sont terribles en ce moment. Tu devrais envisager quelques investissements. Peut-être une hypothèque inversée sur le nouveau logement pour libérer plus de capital. Elle fut touchée par son souci de son bien-être financier. J'y réfléchirai, promit-elle. Le déménagement fut épuisant, mais libérateur à sa manière. Réduire la taille de sa maison signifiait affronter une vie entière d'objets accumulés. Décider ce qui était vraiment important à garder. Elle se surprit à pleurer sur les choses les plus étranges. La collection d'allumettes d'Andy provenant des restaurants qu'ils avaient visités. Les marques de taille des enfants sur le chambranle de la porte de la cuisine qui ne pouvaient pas être transportées. Les rosiers qu'il entretenait si soigneusement et qui devaient être laissés derrière. Mais sa nouvelle maison, bien que plus petite, avait ses charmes. Une fenêtre en saillie parfaite pour son fauteuil de lecture. Une cuisine avec des appareils modernes qui rendaient la cuisine pour une personne légèrement moins déprimante. Une remise de jardin qu'elle convertit en atelier pour sa peinture. Elle s'installa dans une nouvelle routine. Un nouveau chapitre de vie qu'elle n'avait jamais planifié, mais qu'elle devait néanmoins embrasser. Ethan sembla soulagé une fois qu'elle fut installée. « C'est beaucoup plus facile à gérer pour toi, maman, dit-il, observant le petit espace de vie. Et si tu as besoin d'aide, nous sommes juste à un coup de fil. » Elle le crut alors. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Le premier indice que quelque chose n'allait pas arriva environ 6 mois après qu'elle eut emménagé dans le rancher. Ethan l'appela un mardi au lieu de leur dimanche habituel. « Maman, je pensais, commença-t-il sans préambule. As-tu mis à jour ton testament depuis que papa est décédé ? » La question la prit de court. « Non, je n'y suis pas arrivé. »« Pourquoi demandes-tu ? » ?»« C'est juste une bonne pratique, dit-il calmement. S'assurer que tout est en ordre. J'ai un ami qui est avocat, spécialisé en droit des personnes âgées. Il pourrait t'aider à tout simplifier. S'assurer que tes souhaits sont clairs. Droit des personnes âgées, répéta T.L., quelque peu déconcerté par le terme. Je ne suis pas âgé, Ethan. Je suis juste expérimenté. Il rit, mais son rire sonnait forcé. Bien sûr, maman, mais c'est toujours intelligent d'avoir tout en ordre. Je pourrais prendre un rendez-vous si tu veux. Elle refusa, disant qu'elle y réfléchirait. La conversation la laissa vaguement inquiète. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment mettre le doigt sur la raison. Une semaine plus tard, Clara appela. Ce qu'elle faisait rarement. Je prends juste des nouvelles de ma belle-mère préférée, dit-elle d'une voix enjouée. Ethan a mentionné que tu ne te sentais peut-être pas très bien. Ah oui ? Je vais parfaitement bien. Je n'avais mentionné aucun problème de santé lors de notre dernier appel. Oh, peut-être que j'ai mal compris. Comment te sens-tu ? Prends-tu bien tous tes médicaments ? Manges-tu bien ? Les questions se poursuivirent, sondant sa routine quotidienne, sa santé, ses finances de manière détournée. À la fin de l'appel, elle eut l'impression d'avoir été interviewée plutôt que d'avoir eu une conversation avec sa famille. Puis les petits-enfants commencèrent à apparaître. Daniela, maintenant âgée de 22 ans, se présenta sans prévenir un après-midi, tout sourire et flatterie. « Grand-mère, tu es magnifique. J'adore ce que tu as fait à tes cheveux. » Elles prirent le thé dans le jardin, rattrapèrent le temps perdu. Elle avait abandonné le collège communautaire, était, entre 2 emplois. Comme elle le disait. Astérisque essayait de se trouver astérisque alors qu'elle partait, elle hésita à la porte. « Grand-mère, je déteste te demander, mais je suis un peu dans une situation délicate financièrement. Juste le temps de me remettre sur pied. Pourrais-tu peut-être m'aider ? 5 000 $ couvriraient ma location et mes dépenses pendant quelques mois pendant que je cherche un emploi. 5 000 $ était une somme considérable, mais elle était sa petite fille. Et elle ressemblait tellement à Ethan à cet âge. Avec les yeux d'Andy et son menton têtu. Elle rédigea le chèque, ressentant une chaude lueur d'être utile. Être utile à sa famille. 2 semaines plus tard, elle la vit en ville. Des sacs de courses de boutiques coûteuses pendaient à ses bras. Une nouvelle coiffure qui devait coûter des centaines. Elle ne la vit pas la regarder d'en face. Ruben fut le suivant. Arrivant avec une proposition d'affaires plutôt qu'une demande directe. À 25 ans, il avait la confiance et le charme de son père. C'est une start-up technologique, grand-mère,
expliqua-t-il, lui montrant des imprimés brillants avec des graphiques et des projections. Nous développons une application qui va changer la façon dont les gens font leurs courses. Le potentiel de retour sur investissement est énorme. Ça semble très impressionnant, dit-elle. Même si elle comprenait peu des mots techniques qu'il utilisait. Mais je ne sais rien sur l'investissement dans les startups. C'est pourquoi tu m'as, dit-il en lui tapotant la main. Je ne ferai pas de mal à ma grand-mère préférée. 10 000 $ te permettent d'entrer dès le départ. Tu pourrais doubler ton argent en un an. À nouveau, elle rédigea le chèque, se disant que c'était un investissement dans l'avenir de son petit-fils autant que dans le sien. 6 mois plus tard, lorsqu'elle demanda nonchalamment à Ethan comment se portait l'entreprise de Ruben. Il eut l'air un peu confus. Oh, ça n'a pas marché. Ces choses arrivent dans le monde des startups. Risque élevé, récompense élevée. La fois suivante où elle vit Ruben, il conduisait une nouvelle voiture de sport. Vers cette époque, elle rencontra Jude lors d'un bal pour seniors dans un centre communautaire. Il lui demanda de danser sur une chanson de Frank Sinatra. Et son charme à l'ancienne retint tout de suite son attention. Il avait 75 ans, un ingénieur à la retraite qui avait déménagé de Serbie dans sa trentaine. Son accent était toujours fort. Ses sourcils étaient plus fournis qu'il ne semblait possible. Et son rire était contagieux. Vous dansez comme une femme beaucoup plus jeune, lui dit-il alors qu'il se balançait au rythme de la musique. Comme une brise printanière. Personne ne l'avait draguée depuis des années. Elle sentit une rougeur monter dans son cou. Elle se sentit à nouveau jeune d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis le diagnostic d'Andy. Jude demanda son numéro, et elle le lui donna sans hésitation. Leur premier rendez-vous fut une matinée au vieux théâtre du centre-ville, suivi d'un café dans un café où ils connaissaient le propriétaire. Un autre homme serbe qui leur offrit des pâtisseries maison. Jude lui raconta sa défunte épouse, ses enfants qui vivaient sur la côte ouest, et sa vie à Belgrade avant de déménager en Amérique. Elle lui parla d'Andy, de sa peinture et de son jardin. Ils découvrirent un amour partagé pour la musique classique et les documentaires historiques. Il devint rapidement une partie régulière de sa vie. Visite de musée le mercredi. Dîner dans son condo ou sa maison le samedi. Et excursion d'une journée dans des villes côtières qu'elle n'avait jamais visitées même si elles étaient proches. Pour la première fois depuis la mort d'Andy, elle se sentit vraiment vivante à nouveau. Vue pour ce qu'elle était, pas seulement comme une veuve. Lorsqu'elle mentionna Jude à Ethan lors d'un de leurs appels téléphoniques, sa réaction fut rapide et inquiétante. « Maman, tu connais à peine ce type. Combien lui as-tu dit de tes finances ? » « Rien, dit-elle surprise. »« Pourquoi le ferais-je ? Nous parlons d'art, de musique et de voyage, pas d'argent. »« Tu dois être prudente, » dit Ethan fermement. « Il y a beaucoup d'escrocs qui ciblent les personnes âgées. Les veuves solitaires avec des économies sont des cibles faciles. »« Jude n'est pas comme ça, dit-elle. Il possède son condo, a une bonne pension de sa carrière d'ingénieur. Il n'est pas intéressé par mon argent. » Mais l'avertissement d'Ethan planta une graine de doute qu'elle ne pouvait entièrement ignorer. La fois suivante où elle dîna avec Jude, elle se surprit à guetter les signes de malhonnêteté. À la recherche d'indices indiquant qu'il pourrait en avoir après son argent. Il n'y en avait aucun. Mais le doute persistait, une petite ombre sur son bonheur. Pendant ce temps, sa sœur Nelly avait remarqué à quel point sa famille s'était davantage impliquée dans sa vie. Ils ne sont jamais venus autant en visite quand Andy était en vie, dit Nelly lors d'un de leurs déjeuners hebdomadaires. Maintenant, soudain, ils sont tous si intéressés par ton bien-être. Ce sont ma famille, dit-elle, essayant de les défendre. Ils tiennent à moi. Nelly, 5 ans plus âgée et 2 fois plus perspicace, lui lança un regard qui montrait qu'elle n'était pas convaincue. Fais juste attention, Linda. Tout le monde n'a pas ton meilleur intérêt à cœur, même la famille. Elle rejeta les inquiétudes de sa sœur comme faisant partie du vieillissement. Mais au fil des mois, elle commença à voir un schéma qui était difficile à ignorer. La réaction d'Ethan et de Clara à Jude passa de la préoccupation à la désapprobation totale. Ils commencèrent à passer sans prévenir chaque fois qu'ils savaient qu'ils seraient en visite. Cela créa des moments gênants, et Jude s'excusait discrètement. « On s'inquiète juste pour toi, maman, » disait Ethan après le départ de Jude. « Tu ne connais pas vraiment cet homme. Il est gentil et respectueux. Nous aimons la compagnie l'un de l'autre, insista T.L.
Les hommes de son âge ne sont inter. C'est que par une seule chose. Et ce n'est pas la conversation. Elle était choquée. J'ai 78 ans. Je pense que j'ai dépassé le stade où l'on peut profiter de moi de cette façon. Les commentaires ne s'arrêtèrent pas. Ils commencèrent à faire de petites blagues sur son accent, son passé et ses intentions. Ethan appelait chaque fois qu'elle et Jude avaient des projets, ayant soudainement besoin d'aide pour quelque chose d'urgent. Clara arrangeait des déjeuners qui s'opposaient à ses sorties avec Jude, l'obligeant à choisir entre eux. Puis Ethan dit quelque chose qui lui brisa le cœur. Ta relation avec cet étranger manque de respect à la mémoire de papa. Elle commença à pleurer. Ton père voudrait que je sois heureuse. Papa voudrait que tu sois en sécurité, dit Ethan. Elle choisit la paix au détriment du bonheur et mit fin aux choses avec Jude. La tristesse dans ses yeux était douloureuse à voir. Ils ont tort à mon sujet, dit-il doucement. Mais je comprends. La famille est importante. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Après le départ de Jude, son monde rétrécit. Il ne restait que sa maison, son club de jardinage et sa famille exigeante. Les visites des petits-enfants se terminaient toujours par des demandes, de l'argent pour les réparations de voitures, des candidatures pour les études supérieures et des dépôts de garantie. Elle donnait ce qu'elle pouvait, se disant que c'était ce que les grands-mères étaient censées faire. Clara commença à admirer ses possessions lors de visites. Le collier de perles offert par Andy, le service à thé en argent de sa mère, leur vase de mariage en cristal Waterford. Ça serait parfait dans notre salle à manger, disait-elle, tenant chaque trésor. Petit à petit, ces précieuses possessions migrèrent vers leur maison. Elle le rationalisait. Ils hériteraient de ces choses un jour. Les allusions d'Ethan aux difficultés financières devinrent plus directes. Les frais de scolarité de Ruben nous mettent à rude épreuve. La maison a besoin d'un nouveau toit. Elle commença à rédiger des chèques pour leurs dépenses, recevant chaque fois moins de gratitude et faisant face à plus d'attentes. Nelly regarda avec inquiétude. Linda, il te saigne à blanc, dit-elle sans embâche. Quand est-ce qu'ils sont venus en visite la dernière fois sans rien demander? C'est ma famille, répéta-t-elle comme un mantra. La famille s'aide mutuellement. La famille ne profite pas, rétorqua Nelly. Andy serait furieux. Elle changea de sujet. Mais dans les moments calmes, seule dans sa maison de plus en plus vide, elle se demanda si Nelly n'avait pas raison. Les mois qui suivirent sa rupture avec Jude furent intensément solitaires. Elle se plongea dans la peinture, passant des heures dans son atelier de jardin, exprimant des émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer. Les appels d'Ethan augmentèrent, se terminant toujours par des questions financières. Peut-être devrions-nous regrouper tes comptes, maman. Clara et moi pourrions aider à gérer les choses. Elle commença à avoir l'impression de les décevoir en maintenant son indépendance. Clara commença à surveiller ses médicaments, suggérant qu'elle avait besoin d'aide pour se souvenir des pilules ou peut-être de quelqu'un pour venir la voir quotidiennement. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres médicaments, insista-t-elle. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide à ton âge, répondit Clara sur un ton condescendant. Les visites des petits-enfants suivaient un schéma. Daniela complimentait ses pâtisseries tout en expliquant sa dernière crise. Je déteste demander grand-mère, mais je suis à court de loyer ce mois-ci. Ruben aidait aux réparations de la maison, puis mentionnait des problèmes de voiture ou des dettes de carte de crédit. Chaque fois qu'elle rédigeait un chèque, elle se sentait momentanément utile. Mais ses économies diminuaient tandis que leurs circonstances s'amélioraient. Rénovation de cuisine, nouvelle voiture, vacances en Europe. Ruben postait des photos de cancans. Daniela arrivait avec des sacs à main de designer. Elle réduisit ses dépenses de luxe. Les déjeuners avec Nelly devinrent mensuels. Elle annula son abonnement à l'orchestre symphonique, commença à faire ses courses dans des magasins discount. Nelly fut plus directe dans ses avertissements. Ils arrivent les mains vides et repartent les poches pleines. Ils traversent une passe difficile, se défendit-elle faiblement. T'ont-ils jamais remboursé pour quoi que ce soit? Demanda Nelly. La vérité est que le remboursement n'avait jamais été discuté. L'argent coulait dans un seul sens, pour ne jamais revenir. Elle commença à remarquer le schéma. Sa famille arrivait toujours les mains vides, mais ne partait jamais sans quelque chose. Le conflit interne devint insupportable. L'instinct maternel de pourvoir s'opposait à la prise de conscience de l'exploitation.
Elle pensa plus souvent à Jude, se rappelant sa franche évaluation. Vous êtes, comment dites-vous, traité comme une vache. À l'époque, elle avait été offensée. Maintenant, elle se demandait s'il n'avait pas simplement dit une vérité que personne d'autre n'aurait dite. Un après-midi, elle trouva une photo d'Ethan enfant, tenant fièrement un poisson qu'il avait pêché avec Andy. Son sourire était sincère, ses yeux brillants d'amour. Elle la fixa, essayant de concilier ce garçon joyeux avec l'adulte calculateur qu'il était devenu. Le stress constant eut un coup physique. Perte de poids, insomnie, anxiété lorsque le téléphone sonnait. Tu as l'air épuisé, dit Nelly lors d'un rare déjeuner. Cette situation te tue à petit feu. Je ne sais pas quoi faire, admit-elle. Ce sont ma seule famille à part toi. Cela ne leur donne pas le droit de te saigner à blanc. Andy n'aurait jamais permis ça. Andy n'est pas là, dit-elle, et je ne suis pas aussi forte que lui. Absurdité. Tu es tout aussi forte. Tu dois juste t'en souvenir. Quelque chose se déplaça en elle. Si on l'utilisait, ce n'était pas de sa faute. Elle n'avait pas échoué en tant que mère. Elle était exploitée par des gens qui valorisaient l'argent plus que les liens familiaux. Elle commença à refuser les demandes financières. J'ai peur de ne pas pouvoir t'aider en ce moment. Les réactions furent révélatrices. Confusion, puis irritation, puis colère. Mais grand-mère, tu as toujours aidé avant, protesta Daniela. Mes circonstances ont changé. Je dois faire attention à mes dépenses. Les appels diminuèrent. Les visites s'arrêtèrent presque. Ethan, cependant, devint plus persistant. Maman, tu te sens bien? Peut-être devrions-nous rester quelques jours, aider à la maison. Elle dévia ses offres tout en recherchant des protections financières pour les personnes âgées et en consultant l'amie avocate de Nelly. Elle se préparait à ce qui allait arriver. Soit céder à leurs exigences, soit les forcer à révéler leurs véritables intentions. C'était un mercredi après-midi quand Ethan l'appela en dehors de leur horaire habituel. Elle était dans son atelier, travaillant sur un paysage à l'aquarelle, lorsque son téléphone sonna. Elle envisagea de laisser la messagerie vocale prendre l'appel. Elle était à un moment crucial de la peinture, essayant de capturer la qualité exacte de la lumière à travers les arbres. Mais des années d'instinct maternel l'emportèrent. Et si c'était une urgence? Allô, Ethan, répondit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître sa lassitude. Salut, maman, répondit-il, son ton inhabituellement enjoué. Comment te sens-tu aujourd'hui? Elles parlèrent de rien, en fait. Le temps, son club de jardinage, les dernières réalisations de ses enfants. C'était assez agréable. Une conversation de surface qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Mais il y avait un sous-courant d'anticipation dans sa voix, une excitation à peine contenue qui la rendait mal à l'aise. Finalement, il en vint au fait. Oh, au fait, maman, nous préparons un dîner spécial la semaine prochaine pour l'anniversaire de Ruben. Tu viendras, n'est-ce pas? Elle fut surprise par l'invitation. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas été incluse dans une réunion de famille. Bien sûr, dit-elle, sincèrement ravie. Qu'est-ce que je peux apporter? Juste toi. Dit Ethan rapidement. Nous nous occupons de tout. C'est dans ce nouveau restaurant à steak du centre-ville. Celui que Ruben voulait essayer. Ça a l'air charmant, dit-elle, calculant mentalement ce qu'elle pouvait se permettre pour un cadeau. Le budget de Linda était plus serré ces jours-ci, mais un anniversaire restait un anniversaire. Peut-être une belle chemise ou un livre sur cette période historique qui l'avait récemment intéressé. Oh, et maman. Ajouta Ethan, sa voix avait ce ton. Linda avait appris à le reconnaître, légèrement hésitant, légèrement désolé. C'était le ton qu'il utilisait avant de demander de l'argent. Je déteste demander, mais pourrais-tu transférer environ $300 sur le compte de Clara? Les traiteurs ont besoin d'une caution, et nous sommes un peu courts ce mois-ci. Elle fronça les sourcils, confuse. Je pensais que tu avais dit que c'était au restaurant à steak, n'est-ce pas? Oui, dit-il rapidement. Ils ont une salle privée pour les fêtes. C'est ce qui nécessite la caution. Cela n'avait pas tout à fait de sens. Les restaurants retenaient généralement les réservations avec une carte de crédit, pas des dépôts en espèces. Mais elle laissa passer. Bien sûr, Ethan, dit-elle. Je l'envoie tout de suite. Merci, maman.
Tu es un bijou. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Elle l'entendit bouger comme s'il allait raccrocher. Mais l'appel ne se termina pas. Au lieu de cela, elle entendit des bruits de pas, puis des voix devenant plus claires, comme s'il avait posé le téléphone sans mettre fin à l'appel. Est-ce qu'elle est tombée dans le piège? C'était la voix de Daniela, indéniable. Suivie d'un rire qui fit frissonner Linda. Prise les pieds et les mains liés, répondit Ethan. Sa voix sonnait différemment maintenant, froide et dure. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de ces appels à faire semblant de s'intéresser à ces stupides réunions de club de jardinage et à ces pathétiques peintures qu'elle fait. Eh bien, continue comme ça. La voix de Clara résonna maintenant, tranchante comme du verre. Le dîner d'anniversaire sera parfait. Elle se sent un peu mise à l'écart ces derniers temps, alors elle viendra certainement et apportera un cadeau, probablement de l'argent liquide. Tu sais comment elle est. Ruben intervint, aussi ignorant que jamais. Et on peut reparler de l'hypothèque inversée. Papa dit qu'avec la bonne pression, elle cédera. Ouais, papa est intelligent, acquiesça Daniela. Une fois qu'on l'aura fait signer pour la maison, on pourra la mettre en maison de retraite, quelque part abordable. Le domicile familial est trop précieux pour le gaspiller sur elle. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. Elle entendit Ethan à nouveau. Sa voix était professionnelle. Il faut juste être patient un peu plus longtemps. Le compte de retraite à lui seul nous mettra tous à l'aise. Sans parler de l'argent de l'assurance de papa qu'elle n'a pas touché. Ça devrait être utilisé pour les besoins de la famille, pas juste rester sur un compte. Maman est trop stupide pour voir ce qui se passe réellement. Ça a toujours été le cas. Exactement comme papa a dit, faible et facilement manipulable. Linda resta figée à sa table de cuisine, la tasse de thé à mi-chemin de ses lèvres, tandis que 5 années de schéma suspect devenaient soudainement claires. La famille qu'elle pensait avoir, le fils qu'elle avait élevé, les petits-enfants qu'elle adorait, l'avaient jouée pour une imbécile. Elle n'était rien pour eux qu'un chéquier, une ressource à vider et à jeter. La révélation lui parut un coup à la poitrine, lui coupant le souffle. Elle termina l'appel avec des doigts tremblants, mais leurs rires et leurs mots cruels continuaient de résonner dans son esprit. Elle resta là, alors que l'obscurité tombait, la tasse de thé refroidissant dans ses mains. Elle essayait de digérer la trahison, traversant des stades de deuil qui lui semblaient horriblement familiers, mais complètement différents de ceux qu'elle avait vécus en perdant Andy. C'était un autre type de mort. La mort de ses illusions, la mort de la famille qu'elle pensait avoir, et de l'amour auquel elle croyait, même quand les signes indiquaient le contraire. Cela faisait mal d'une manière qu'elle ne savait pas pouvoir encore ressentir. Une douleur qui allait au-delà du physique et dans la pure souffrance émotionnelle. Que avait-elle fait pour mériter cela? Avait-elle été une mauvaise mère? Une grand-mère décevante? Ou était-ce simplement qu'ils avaient toujours été sous les faux sourires et les câlins? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors que la nuit s'épaississait autour d'elle. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, l'horloge d'Andy. C'était la seule chose qu'elle avait insisté pour apporter de leur ancienne maison. Elle avait toujours été le battement de cœur régulier de leur vie ensemble. Que ferait Andy dans cette situation? La question vint sans qu'elle ait l'intention de la penser, mais elle apporta avec elle de la clarté. Andy ne se laisserait jamais utiliser comme ça. Andy protégerait ce qu'ils avaient construit ensemble. Il s'assurerait que le travail de leur vie ne soit pas gâché par des gens qui ne le valorisaient pas. Pas seulement l'argent, mais l'amour et le sacrifice derrière. Alors que la première lumière de l'aube filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle avait passé toute la nuit assise immobile, bougeant à peine de sa chaise de cuisine alors que l'obscurité s'estompait et que la lumière grise du matin arrivait. La trahison se sentait comme un poids sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Elle pensait à la façon dont ce chagrin se comparait à la perte d'Andy. C'était similaire par certains aspects, mais aussi très différent. Quand Andy est mort, elle a perdu quelqu'un qu'il aimait quoi qu'il arrive. Ici, elle perdait des gens qu'elle pensait aimer, pour découvrir que leur amour avait des limites. Des limites basées sur ce qu'elle pouvait leur donner, sur combien elle valait en dollars. La douleur intérieure était difficile à expliquer. Ce n'étaient pas des étrangers. C'était son propre fils, ses petits-enfants, sa belle-fille. Les mêmes personnes dont elle avait pris soin, pour qui elle avait fait des sacrifices.
Comment pouvait-elle comprendre l'Ethan qui était resté assis près de son lit d'hôpital après son opération de la hanche, lui tenant la main et lui lisant? Et l'Ethan qui venait de l'appeler stupide derrière son dos? Comment pouvait-elle comprendre la différence entre la Daniela qui lui donnait autrefois des fleurs de pissenlit et des cartes faites à la main? Et la jeune femme qui riait d'avoir trompé sa propre grand-mère? Une partie d'elle voulait les confronter immédiatement, rappeler Ethan et exiger une explication. Leur demander comment ils pouvaient la traiter avec une telle indifférence froide. Mais une autre partie, peut-être la partie la plus sage, savait que les confronter ne mènerait qu'à des mensonges, à de l'abus psychologique, à se faire dire qu'elle avait mal entendu ou mal compris. Non, cela nécessitait un autre plan. Cela nécessitait de la stratégie, pas de l'émotion. Cela nécessitait qu'elle soit plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Alors que le soleil se levait complètement, projetant de longues ombres sur le sol de sa cuisine, elle prit sa décision. Elle allait se protéger, son argent, sa dignité. Elle ne leur permettrait plus de lui prendre quoi que ce soit. Ni son argent, ni sa maison, ni son respect de soi. Le premier appel qu'elle fit fut à Nelly. Même s'il était tôt, Nelly répondit à la deuxième sonnerie, sa voix alerte. Sa sœur avait toujours été une lève-tôt. Linda, tout va bien? Non, dit-elle simplement, puis les mots sortirent d'un flot. Tout ce qu'elle avait entendu par hasard, chaque commentaire méchant, chaque plan soigneux pour prendre son argent. Pendant qu'elle parlait, sa voix devint plus ferme, son courage plus fort. Dire la trahison à voix haute la rendit moins puissante sur elle. Nelly resta silencieuse un long moment après qu'elle eut fini. Alors je viens. Ne fais rien avant que j'arrive. Elle arriva dans l'heure, apportant du café et son attitude habituelle sans chichi. À 83 ans, sa sœur était toujours une femme forte. Ses cheveux blancs étaient coupés en un bob soigné, et sa posture était droite comme celle d'un soldat. Même avec l'arthrite qui la gênait les jours de pluie. J'aurais dû t'écouter, dit Linda, les larmes venant enfin alors que sa sœur la serrait fort dans ses bras. Tu l'as vu depuis le début. Ça n'a pas d'importance maintenant, dit-elle rapidement, posant son sac à main et le plateau de tasse à café. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire ensuite. Elles s'assirent à la table de cuisine de Linda, la même table où elle avait reçu le douloureux coup de téléphone, et elles établirent un plan. Nelly avait toujours été la plus pratique, la planificatrice, tandis que Linda était plus rêveuse. Maintenant, la clarté d'esprit de sa sœur était exactement ce dont elle avait besoin. D'abord les choses importantes, dit Nelly, prenant un bloc-notes et un stylo de son sac à main. Nous devons protéger ton argent tout de suite. Quel genre d'accès Ethan a-t-il à tes comptes? Linda expliqua l'accès qu'elle lui avait donné pour voir ses comptes bancaires. Les cartes de crédit où elle les avait ajoutées comme utilisateurs autorisés. Le compte courant joint qu'ils avaient créé pour les urgences. Nelly prit des notes. Son écriture était toujours très nette. Tout ça doit être changé aujourd'hui, tout de suite si possible. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Demanda Linda, se sentant toujours coincée dans son devoir de mère. Toujours inquiète de blesser leurs sentiments, même après tout cela. Rien encore, dit Nelly fermement. On arrange ton argent d'abord, ensuite on réfléchit à la façon de leur parler. Linda, dit-elle en lui prenant les mains, ses yeux bleus si semblables aux siens et à ceux de leur mère, la regardant droit dans les yeux. Être gentil n'est pas une faiblesse. C'est leur perte, pas la tienne. Nous allons arranger ça ensemble. Le confiance de sa sœur lui sembla comme une corde lancée à quelqu'un qui se noie. Elle s'y accrocha, trouvant de la force dans la certitude de sa sœur, alors qu'elle n'en avait aucune elle-même. D'accord, dit-elle en se redressant. Dis-moi ce que je dois faire. Les jours suivants passèrent rapidement et furent remplis de tâches. D'abord, elle appela sa banque et supprima tous les accès qu'elle avait donnés à Ethan à ses comptes. La personne du service client était gentille mais semblait inquiète. Madame Harmon, êtes-vous sûre de vouloir retirer votre fils de tous ses comptes? Il a eu accès pendant longtemps. Je suis sûre, dit-elle fermement. En fait, je voudrais ouvrir de tout nouveaux comptes et y transférer mon argent. Je veux aussi changer tous mes mots de passe et questions de sécurité. Ensuite, elle appela les compagnies de cartes de crédit où elle les avait désignées comme utilisateurs autorisés et supprima leur nom. Une personne lui demanda si elle voulait signaler des frais frauduleux, dit-elle après avoir réfléchi un instant. Pas exactement faux, pas juste dans l'esprit, même si ce n'est pas illégal. Elle bloqua leur numéro sur son téléphone,
changea son mot de passe email et prit rendez-vous avec sa propre avocate. Pas l'amie d'Ethan qui travaillait en droit des personnes âgées, mais Tina, une femme intelligente d'une cinquantaine d'années qui aidait Nelly avec ses affaires depuis des années. Prendre de l'argent aux personnes âgées est malheureusement courant, lui dit Tina pendant la réunion, son visage aimable mais sérieux. Ça arrive encore plus souvent quand c'est la famille qui le fait. Ils ont accès. Ils ont la confiance. Et ils ont souvent l'impression qu'ils méritent l'argent. Que puis-je faire pour me protéger, demanda Linda. Beaucoup de choses, en fait, répondit Tina, prenant un bloc-notes. Nous allons commencer par créer un trust révocable pour votre argent avec des règles claires pour vos soins. Nous mettrons à jour votre testament, retirerons Ethan comme exécuteur testamentaire et nommerons quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, peut-être votre sœur. Nous mettrons également en place une procuration financière et des directives de soins de santé nommant quelqu'un d'autre, pas votre fils. Et nous allons écrire cette conversation et les raisons des changements au cas où quelqu'un remettrait en question votre santé mentale plus tard. Le message était clair. Ethan pourrait dire qu'elle était mentalement malade lorsqu'il découvrirait qu'elle avait été coupée. Cette pensée la rendit en colère et très triste. Son propre fils préférerait dire qu'elle était folle plutôt que d'admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Cela disait tout sur la gravité de leur relation. Lorsque le jour du dîner d'anniversaire de Ruben arriva, elle n'était pas là. Elle n'envoya aucun cadeau, aucune carte, aucune raison pour laquelle elle n'était pas venue. Au lieu de cela, elle visitait des maisons de retraite avec Nelly. Pas la maison de retraite bon marché dont Ethan avait parlé, mais de beaux endroits où elle pourrait vivre librement et en toute sécurité. Celui-ci a un atelier d'art pour les résidents, dit la guide de Lockwood Village, leur montrant une pièce lumineuse avec des chevalets et des peintures finies au mur. Certains artistes professionnels vivent ici et donnent des cours pour tous les niveaux. Linda ressentit une petite étincelle d'intérêt, le premier bon sentiment qu'elle avait eu depuis le déchirant coup de téléphone. « Est-ce qu'ils ont des expositions d'art » demanda-t-elle. « Des événements de galerie 2 fois par an » dit la guide. « Et nous travaillons avec le Community College pour des cours d'art spéciaux. Beaucoup de résidents disent qu'ils ont enfin le temps de profiter de l'art ici. » À la fin de la journée, elle avait versé une caution pour un appartement d'une chambre avec un petit bureau qui pourrait servir d'atelier. La communauté disposait d'une sécurité 24 heures sur 24, d'une salle à manger pour les jours où elle n'avait pas envie de cuisiner, de transport pour les rendez-vous médicaux et les achats. Et surtout, un sentiment de communauté qui manquait à sa vie depuis la mort d'Andy. « Tu es sûr de ça ?» demanda Nelly alors qu'elle rentrait en voiture. « C'est un grand changement. »« Je suis sûre, » dit-elle, se sentant plus certaine à chaque kilomètre parcouru. « J'ai besoin d'un nouveau départ quelque part où ils ne pourront pas me trouver facilement. Quelque part où je peux construire une nouvelle vie. » L'appel d'urgence commença cette nuit-là. D'abord Ethan, puis Clara, puis même Ruben et Daniela, des messages vocaux, des SMS, des emails, tous plaidant la confusion, prétendant à des malentendus. Quand elle ne répondit pas, ils commencèrent à venir chez elle, frappant à sa porte à toute heure. Elle resta chez Nelly jusqu'à ce que le camion de déménagement arrive. Elles engagèrent un service de sécurité pour surveiller le déménagement au cas où Ethan ou les autres essaieraient d'interférer. Ils ne le firent pas. Mais la voiture d'Ethan passa lentement devant la maison de Nelly plusieurs fois pendant son séjour. Un rappel silencieux que ce n'était pas fini. Elle appela une agente immobilière pour vendre sa maison à ses conditions. Une fois vendue, elle plaça l'argent dans le trust soigneusement structuré que Tina avait mis en place avec des clauses claires pour ses soins et des instructions précises sur qui pouvait ou ne pouvait pas accéder aux fonds. Le plus difficile fut de changer son numéro de téléphone, son adresse e-mail, de disparaître essentiellement de la vie qu'elle avait connue. Mais c'était nécessaire. Comme Tina l'avait expliqué, parfois la seule façon d'arrêter l'exploitation financière est de se retirer complètement de la portée de l'exploiteur. Elle ne laissa aucune adresse de renvoi. Aucun moyen pour eux de la trouver facilement. Cela semblait extrême. Mais après avoir entendu leurs véritables sentiments, leurs véritables intentions, elle savait que c'était la seule façon de se protéger, tant financièrement qu'émotionnellement. Le jour où elle emménagea à Oakwood Village fut doux amer. Nelly l'aida à arranger ses meubles, à accrocher ses peintures et à aménager son nouvel espace d'atelier. L'appartement était plus petit que sa maison, mais parfaitement adapté à ses besoins. Les fenêtres orientées à l'est du salon seraient parfaites pour les séances de peinture matinale. « Tu seras heureuse ici » dit Nelly alors qu'elle partageait une tasse de thé sur son nouveau balcon,
donnant sur un jardin bien entretenu où des résidents travaillaient parmi les massifs de fleurs. Je le sens. Je le pense aussi, dit-elle, et elle le pensait vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de possibilité, un avenir qui lui appartenait seul, non défini par ce que les autres attendaient d'elle ou espéraient d'elle. Cette nuit-là, seule dans sa nouvelle maison, elle pleura ce qu'elle avait perdu. Pas l'argent ou les biens, mais l'illusion de famille, la croyance qu'elle était aimée pour ce qu'elle était plutôt que pour ce qu'elle pouvait offrir. C'était un deuil nécessaire, un lâcher-prise de ce qui n'avait jamais vraiment existé sauf dans son imagination pleine d'espoir. Mais alors qu'elle déballait ses fournitures de peinture, installant sa chevalet près de la fenêtre orientée à l'est où la lumière du matin serait parfaite, elle sentit autre chose grandir à côté du chagrin. Une détermination tranquille, un sentiment de reprendre sa vie en main. Elle avait 78 ans, mais elle n'avait pas encore fini, loin de là. Son nouvel appartement dans la maison de retraite faisait face à l'est, parfait pour les séances de peinture matinale. La lumière filtrait à travers les grandes fenêtres, éclairant sa chevalet et la toile sur laquelle elle travaillait, un paysage du jardin visible depuis son balcon. Les couleurs étaient vibrantes et vivantes d'une manière que ses œuvres antérieures n'avaient jamais tout à fait atteint. Cela faisait 6 mois qu'elle avait disparu de son ancienne vie. 6 mois de reconstruction, de guérison, de découverte de qui elle était lorsqu'elle n'était pas définie par ses relations avec les autres. Pas comme l'épouse d'Andy, pas comme la mère d'Ethan, pas comme la grand-mère de Daniela et Ruben, mais simplement comme elle-même. Linda, artiste, jardinière, survivante. La transition n'avait pas été facile. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, remettant en question sa décision, se demandant si elle n'avait pas surréagi, s'il n'y aurait pas eu une explication innocente à ce qu'elle avait entendu par hasard. Mais ces moments devinrent moins fréquents à mesure qu'elle s'installait dans sa nouvelle vie, bâtissant de nouvelles routines, de nouvelles amitiés, de nouveaux objectifs. Elle renoua avec Jude, qui, comme par hasard, suivait un cours de danse là-bas 3 fois par semaine. Leurs retrouvailles furent un peu gênantes au début. Elle était pleine d'excuses pour avoir mis fin aux choses si brusquement. Il fut gracieux mais prudent. Mais lentement, ils reconstruisirent leur connexion, plus forte maintenant pour avoir traversé la séparation. Ils allaient doucement, appréciant la compagnie l'un de l'autre sans pression ni attente. Il la faisait rire, mettait au défi sa pensée et appréciait son art d'une manière que peu d'autres avaient jamais fait. « Vous peignez comme quelqu'un qui a vu à la fois la beauté et la douleur », lui dit-il un jour, tout en étudiant un paysage qu'elle venait de terminer. Il y a de l'honnêteté dans vos coups de pinceau. Elle se fit aussi de nouvelles amies. Thelma, une professeure d'anglais à la retraite qui dirigeait le club de lecture. Damien, un veuf qui entretenait le jardin communautaire et partageait ses légumes avec quiconque montrait de l'intérêt. Sophia, une ancienne danseuse de ballet qui enseignait maintenant du yoga doux aux résidents. Ils ne savaient rien de son passé, de la trahison qui l'avait menée là. Pour eux, elle était juste Linda, la nouvelle résidente avec un talent pour l'aquarelle et un amour pour le thé Earl Grey. Les protections financières qu'elle avait mises en place s'avérèrent nécessaires. Ethan la retrouva finalement. Bien sûr qu'il le fit. Il était son fils. Il connaissait ses habitudes, ses préférences. Il apparut à Oakwood Village un après-midi, son charme au maximum, un bouquet de lys, ses préférés, à la main. « Maman », dit-il quand elle le rencontra au centre communautaire plutôt que de l'inviter dans son appartement. Nous étions tellement inquiets. « Pourquoi as-tu disparu comme ça? Pourquoi ne réponds-tu pas à nos appels ?» Elle regarda son fils, son unique enfant, le bébé qu'elle avait nourri et choyé, le garçon à qui elle avait appris à faire du vélo et à nouer ses lacets, l'homme qu'elle avait aidé à traverser l'université et à trouver son premier appartement, et ressentit un mélange d'amour et de lassitude. « Je pense que tu sais pourquoi, Ethan, dit-elle doucement. « Non, insista-t-il, son visage un masque parfait de confusion et d'inquiétude. Nous étions affolés. Clara était hors d'elle. Les enfants ne cessent de demander quand ils reverront leur grand-mère. Tu as oublié de raccrocher, dit-elle simplement, après m'avoir demandé de l'argent pour le dîner d'anniversaire de Ruben. J'ai tout entendu. Toi, Clara, les enfants. J'ai entendu ce que vous pensez vraiment de moi, ce que vous prévoyez. Son visage subit une série remarquable de changements, choc, déni, calcul, et enfin une sorte d'acquiescement résigné. Maman, tu as mal compris. Nous étions justes. S'il te plaît, ne, l'interrompit-elle, sa voix ferme même si la douleur lui transperçait le cœur.
N'insulte pas mon intelligence en me mentant maintenant. J'ai entendu que tu m'as traité de stupide et de faible. J'ai entendu tes plans pour ma maison, mon compte de retraite, l'argent de l'assurance d'Andy. J'ai tout entendu, Ethan. Il resta silencieux pendant longtemps, ses mains agitant le cellophane autour d'Ellis. Nous sommes de la famille. Dit-il finalement, comme si cela expliquait tout, comme si cela excusait tout. Oui, nous le sommes, acquiesça Linda, c'est pourquoi il est si douloureux d'entendre ce que vous ressentez vraiment à mon sujet. La famille devrait être synonyme d'amour, de respect, de soutien, pas d'exploitation. Nous t'aimons vraiment, protesta-t-il, mais cela sonna creux même à ses oreilles. C'était plus un réflexe qu'une chose sincère. Peut-être, dit-elle doucement, mais pas assez pour me traiter avec dignité. Pas assez pour me voir comme une personne au lieu d'une ressource. Qu'est-ce que tu veux de moi, maman, demanda-t-il, la frustration s'infiltrant dans sa voix. Des excuses? Très bien. Je suis désolé. Nous le sommes tous. Maintenant, pouvons-nous passer à autre chose? Rentre à la maison. Tu nous manques. Je suis à la maison. Dit-elle, désignant le centre communautaire autour d'eux, le jardin visible à travers les grandes fenêtres. C'est ici que je vis maintenant. Quant à ce que je veux de vous, rien, Ethan. Je ne veux ni n'ai besoin de rien de votre part. Le choc sur son visage fut presque drôle. L'idée qu'elle puisse ne pas avoir besoin de lui, qu'elle ne puisse pas être désespérée de son attention et de son approbation, ne lui avait manifestement pas traversé l'esprit. Tu ne peux pas être sérieuse, dit-il. Tu vas juste nous couper les ponts? Ta propre famille. Je ne vous coupe pas les ponts, répondit-elle calmement. Je pose des limites. Si vous voulez avoir une relation avec moi, ce sera à de nouvelles conditions. Des conditions qui incluent le respect mutuel et l'honnêteté. Plus de demandes financières. Plus de manipulation. Plus de me traiter comme si j'étais incompétente ou stupide. Et si nous ne sommes pas d'accord avec ces conditions? Lança-t-il, une dureté s'insinuant dans sa voix, la même tension qu'elle avait entendue pendant cet appel téléphonique. Alors nous n'avons pas de relation, dit-elle simplement. C'est votre choix. Il partit sans rien résoudre. Les lys restèrent posés sur la table entre eux. Elle n'avait plus eu de nouvelles directes de lui depuis. Mais Clara avait appelé une fois. Sa voix était mielleuse de fausses préoccupations, demandant si Linda recevait l'aide dont elle avait besoin. Ruben avait envoyé un SMS suggérant qu'il parle de ce qui se passait réellement. Daniela laissa un message vocal plein de larmes et de plaintes, disant que Linda avait abandonné la famille. Elle ne répondit à aucun d'eux. La balle était maintenant dans leur camp. S'ils voulaient vraiment une relation sincère basée sur l'amour au lieu de l'argent, ils savaient où la trouver. Elle ne retenait pas son souffle, mais elle avait laissé la porte ouverte. Juste une fente. Parfois, elle pensait à eux, Ethan et les autres. Elle se demandait s'ils l'avaient jamais vraiment aimée, ou si elle n'avait toujours été qu'une ressource à gérer. Un chéquier avec un battement de cœur. Elle espérait que les petits-enfants grandiraient pour devenir de meilleures personnes que leurs parents. Peut-être verrait-il à quel point la vie peut être vide quand il ne s'agit que de prendre et jamais de donner. Mais elle n'attendait plus au téléphone. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la vie qu'elle construisait maintenant. Elle avait rejoint un groupe artistique plus sérieux. Elle avait même vendu quelques tableaux lors de l'exposition bisannuelle de la communauté. Elle commença à faire du bénévolat à l'école primaire locale, enseignant l'art à des élèves de 3e année qui peignaient avec joie et sans peur. Elle s'était fait des amis qui l'aimaient pour ce qu'elle était, pour sa compagnie, sa conversation, sa vision du monde. Pas pour ce qu'elle pouvait leur donner. Elle avait appris quelque chose d'important. La famille n'est pas une question de sang. C'était une question de respect et d'amour sans condition ni prix. Nelly venait chaque semaine, apportant des potins et des pâtisseries de la boulangerie qu'elle aimait. Judée elle dînait tous les samedis. Il cuisinait à tour de rôle ou essayait de nouveaux restaurants en ville. Damien lui apportait des tomates de son jardin. Thelma lui prêtait des livres qu'elle pensait que Linda aimerait. Sophia l'avait même convaincue d'essayer le yoga, même si ses genoux lui faisaient encore mal. C'était sa famille maintenant. Choisie, pas assignée par la naissance. Construite sur la gentillesse, pas sur le devoir ou la cupidité. Ce n'était pas la vie qu'elle attendait à cet âge.
Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait planifié lorsqu'Andy et elle étaient assis sur la véranda à parler de retraite. Regarder Ethan jouer avec ses enfants sur la pelouse. Mais c'était une bonne vie. Une vie pleine de sens et de fierté. À 78 ans, elle vivait enfin pour elle-même. Peignant ses journées dans ses propres couleurs. La toile de ses années restantes était la sienne à remplir. Plus un arrière-plan pour les besoins des autres. Maintenant, c'était sa propre œuvre d'art. Brillante de nouvelles opportunités et riche d'une sagesse durement acquise. Chaque matin, lorsque le soleil se levait et que la lumière remplissait ses fenêtres orientées à l'est, elle installait sa chevalet. Elle prenait ses pinceaux et recommençait. Trait après trait. Choix après choix. Elle a repris sa vie, sa valeur, sa joie. Et en faisant cela, elle a trouvé une sorte de liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La liberté d'être pleinement, sans excuse, elle-même. Il n'était jamais trop tard pour recommencer.